Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Risques d'Expérience, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'immobilier, mais surtout d'expérience de vie. Comment tu vas, mon Mehdi? Ça va mon Nico, et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Encore un autre podcast, 65e podcast. Et ça avance gentiment, mais voilà, ça avance, on est bien. Comme les tortues. Ex- Le lièvre Exactement, est... non, mais le lièvre et la tortue. Bah voilà, c'est bien. exactement, Voilà. exactement. Donc ouais, tout va bien. Écoute, des bons retours sur le dernier podcast. Comme d'habitude, je dirais. Bon, il y a quelques petits commentaires un peu bizarres des fois sur YouTube, mais bon, on fait avec. On fait avec. Ça fait marcher l'algo. Donc voilà, merci à tout le monde de mettre des commentaires, de mettre des notes De nous sur les suivre. plateformes de streaming, de nous suivre. Surtout, c'est important. Donc, bah, écoute, on fait notre petit chemin, donc tout se passe bien. Et puis voilà, ça roule. Encore un petit podcast qu'on va faire aujourd'hui. Yes. Et écoute, je te laisse la parole. Si tu as des choses à dire Ouais, pour l'actualité ou autre. bien sûr. Pour l'actu, je vois il y a trop de monde qui sont en train de paniquer par rapport à la fiscalité, par rapport aux nouvelles taxes, etc. On panique pas, on attend de voir réellement ce qui se passe. La stratégie de regarder des vidéos YouTube avec des titres putaclic, ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Cette semaine, il y a un des comptables phares sur YouTube qui s'est fait alpaguer parce que en fait, il disait de la grosse merde juste pour avoir des clics. Donc, restez tranquille, attendez vraiment de voir. Le statut du bailleur privé, pour l'instant, il n'y a rien. La fiscalité, à part la flat tax qui a été augmentée au niveau des prélèvements sociaux, il n'y a rien d'autre. On se calme, on attend de voir. Et au moment où il va y avoir des choses qui vont commencer à sortir, là, on va commencer à pouvoir réfléchir et se renseigner pour voir comment on peut réagir. Mais pour l'instant, il n'y a rien, donc on panique pas, on attend et on observe et on commence déjà à regarder si on n'a pas éventuellement des plans B. Même si certains disent qu'il faut pas avoir de plan B, ayez toujours un plan B, un plan C pour pouvoir vous retourner. Donc là, on panique pas et voilà, et on attend. Deuxième chose, la semaine dernière sur le podcast, on a eu une question, je vais y répondre tout de suite. Concrètement, la question c'était sur Insta, la personne nous disait voilà, écoutez, moi j'ai besoin de quitter mon logement pendant 11 mois, pas un mois, pas un jour de plus, 11 mois, je veux pas faire un bail d'habitation parce que donc la personne elle veut donner son appart, excuse-moi, elle veut louer son appartement soit à une entreprise ou soit à quelqu'un. Mais en fait, elle veut le récupérer au bout de 11 mois et un jour parce que sa durée, en fait, elle va partir en voyage, faire le tour du monde, d'après ce que j'ai compris. Et quand elle veut revenir, elle veut récupérer son logement. Et comme elle veut pas payer son crédit pour rien, ben en fait, elle veut faire fructifier son appartement. Ok. Il y a quelque chose qui s'appelle le bail civil. Le bail civil, tu fais ce que tu veux, tu mets pas plus ou moins ce que tu mets, ce que tu veux dedans. Mais en fait, ça te permet d'avoir euh, une durée bien précise, que le locataire ne puisse pas avoir certains droits qu'il aurait dans le bail d'habitation de loi, c'est le 6 juin, je crois, 6 juin 89, où là, en fait, bah, ça va être une reconduction tacite, tu pourras pas le sortir, etc., etc. Un petit peu compliqué. Donc, le bail civil, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Tu mets ce que tu veux dedans, la durée que tu veux dedans, et par contre, en fait, ce qui est cool, enfin, ce qui est cool, c'est que le locataire qui va venir, il viendra que pour 11 mois. Il va pas venir pour 11 mois et un jour. Et tu auras beaucoup plus de recours en cas de problème parce que lui, il l'a signé dès le départ. Donc, bail civil, il a signé dès le départ des conditions qui sont bien particulières et qui sont bien écrites dans le bail civil. Et une fois que tu as fait ce bail-là, tu es protégé. Entre guillemets protégé, parce que l'immobilier, il y a toujours une part de risque. Mais disons que là, tu pourras récupérer ton bien au bout de 11 jours. Et sachant que le bail civil, il faut aussi savoir, c'est que c'est pas comme le bail d'habitation où, par exemple, si tu fais de la location nue, la caution, le dépôt de garantie, pardon, c'est de un mois et rien d'autre, un mois hors charge, ou en meublé, 2 mois hors charge. Là, tu fais pas ce que tu veux, mais c'est pas, il n'y a pas de réglementation par rapport à ce que tu peux encaisser dès le départ. Voilà, juste la petite aparté, c'était juste pour préciser, bail civil, renseignez-vous, même pour des garages, même pour plein de choses, vous pouvez utiliser le bail civil. À partir du moment où vous voulez faire quelque chose de sympa, bail civil, ça peut vraiment être le couteau suisse de l'immobilier en termes de location. Bon, Voilà. écoute, merci, tout est dit. Donc j'espère que ça répondra à la question de notre auditeur, auditrice, je sais même pas, auditeur, auditrice. C'était un gars. C'est un gars de notre auditeur. Euh, de- Dernière chose par rapport à l'actu, samedi soir, Yes. nous avons la troisième édition de Rencontre RDX
Donc, il reste encore quelques places pour samedi soir. Donc là, on est jeudi. Il vous reste 2 jours. Vous pouvez toujours vous inscrire. Ça, il n'y a aucun problème. Il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez zappé ou autre, voilà, on va faire une petite soirée sympa avec pas mal de monde. Ça va parler entrepreneuriat, ça va parler investissement. Il va y avoir des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui n'ont pas encore investi. Il va y avoir des personnes qui sont dans le monde de la bourse, dans la finance, des assureurs, des architectes, des entrepreneurs. Donc, voilà, si vous voulez, Mon banquier. ton Voilà. banquier. Donc, Mon si vous banquier voulez qui voilà, va rencontrer des conseiller pro. personnes, voilà, Voilà. si vous voulez rencontrer des personnes qui sont dans le même mood que vous, qui veulent avancer dans l'investissement, l'immobilier ou autre, voilà, il faut venir à ces rencontres. Ça permet aussi de se rencontrer, de se voir, de discuter entre nous. Et comme je dis à chaque fois, peut-être de créer des liens et voilà, de répondre à des problématiques. Peut-être s'associer, ou faut trouver des choses. Vous faites des recherches, peut-être quelqu'un a quelque chose à vous proposer. Donc, voilà, c'est ce genre de rencontre qu'il faut venir. On va passer une soirée sympa. Voilà, il y a tapas, les softs. Donc, c'est 25 €. Il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous Voilà. êtes En plus, intéressé. là, on a vraiment voulu faire quelque chose de vraiment intimiste. On n'a pas fait beaucoup de personnes. On a voulu vraiment rester en tout petit comité pour que cette fois, rectifier la dernière fois, on était un peu trop, je trouve. Donc là, on a vraiment voulu être encore moins pour pouvoir interagir avec tout le monde, pour plus qu'il y ait de groupe. Et comme on l'avait dit au tout début, sur notre première rencontre, là, on avait réussi à tout mélanger. Sur le deuxième, le lieu, c'est pour ça qu'on a changé de lieu. Le lieu avait fait qu'il y avait eu quelques petits groupes qui s'étaient créés. Et moi, ça m'avait pas plu. Donc là, vraiment, j'ai dit à Nico, écoute, c'est pas grave, on fait beaucoup moins de personnes, mais ces personnes-là, vu elles vont devoir interagir entre elles, vraiment. Et là, je suis content parce qu'on a pile poil plus ou moins le nombre que moi, en tout cas, j'avais demandé à Nico et on va pouvoir se mélanger, mais toute la soirée. Et pas créer des petits groupes, quoi. Exactement, c'est le but du jeu. C'est pas, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui reviennent, comme à chaque fois, c'est normal parce qu'on crée voilà, un petit groupe entre nous. On s'apprécie, on aime se rencontrer parce que c'est vrai qu'on se voit pas souvent. Mais voilà, et les nouvelles personnes qui viennent, c'est bien de leur ouvrir les portes, de les accueillir et d'aller vers eux parce que c'est important. C'est important de découvrir les personnes et surtout bah, de se mélanger. Donc c'est pour ça que cette Et fois-ci, on sera en vraiment, petit groupe, voilà, vraiment de pouvoir en petit derrière groupe. créer une dynamique et de pouvoir s'appeler s'il y en a besoin. Il y a des moments, il y en a qui vont avoir le mood, ils vont être dans des moods super high, super haut. Il y en a d'autres qui vont être en bas. Et en fait, on veut créer de la cohésion et de l'entraide entre les participants. Si on est 30, 25, 30, 40, en fait, les gens vont se rencontrer. De temps en temps, on va avoir des connexions. Mais une fois que la soirée elle est terminée, c'est fini. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est essayer de créer une dynamique qui fasse que derrière, ce soit un propulseur, une fusée, le truc. Exactement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, un petit DM et on se fera un grand plaisir de vous inscrire pour samedi soir. Aujourd'hui, on va faire un épisode sur les travaux, sur la gestion des travaux, sur le commencement des travaux, comment on doit débuter lors d'une visite, parce que ça commence dès la visite sur un bien que vous êtes intéressé jusqu'à l'achat et les étapes par rapport aux différents corps de métier quand vous avez des travaux de rénovation. Quand je dis travaux de rénovation, c'est pas un parquet, c'est pas un coup de peinture, c'est vraiment des travaux où il faut toucher à tous les postes, c'est-à-dire la plomberie, l'électricité, du second œuvre, de l'isolation et pourquoi pas aussi du gros œuvre, ça peut arriver et ça arrive très souvent sur de la rénovation. Donc aujourd'hui, épisode sur les travaux. Donc concrètement, quand vous trouvez un bien, que ce soit une maison ou un appartement, donc voilà, on trouve un bien sur les plateformes, on va voir son agent, dans les agences, on trouve un bien, on va visiter. Première visite, il ne faut pas se prendre la tête, vous allez visiter, vous observez à peu près tout. On a fait un podcast d'ailleurs précédemment, il n'y a pas longtemps, en plus je crois que sur les visites de biens, ce qu'il faut regarder, les points clés à observer quand vous faites une visite. Je vous conseille d'aller l'écouter, voilà, ça vous fera des petits tips par rapport à ça. Mais quand vous allez visiter une maison ou un appartement que vous êtes intéressé, vous prenez toute la documentation que l'agent va vous donner, tout ce qui est les diagnostics, vous faites une observation, vous notez. Et si vous êtes intéressé et que vous voulez aller encore plus loin, pourquoi pas faire une offre, moi je vous conseille, il y a plusieurs étapes.
si vous avez la possibilité, quand il y a des travaux, je parle, là c'est vraiment un épisode où on parle de travaux. Si vous avez des travaux pour la contre-visite, essayez d'avoir un artisan avec vous. C'est important. Quelqu'un qui est du métier, qui va pouvoir vous aiguiller sur les points clés que vous avez pu lui apporter à votre première visite. Si par exemple il y a des fissures sur le mur, s'il y a toute une rénovation complète à l'intérieur à changer, voilà, tout un lifting. C'est vrai qu'on a de plus en plus dans le parc immobilier français. Pas vrai, Mehdi, il y a beaucoup de maisons, beaucoup d'appartements qui sont à rénover. Il y a vraiment un gros parc à rénover. Donc en général, on va refaire toute une rénovation intérieure du second œuvre. Et quand c'est dans des maisons, vous avez les extérieurs, vous avez plein de choses à faire. Donc, si vous avez la possibilité de faire venir un entrepreneur qui est dans le bâtiment, ou si c'est dans le coin, vous faites appel à nous parce que nous, on le fait. On propose d'accompagner des personnes comme vous et moi qui achètent des biens, de venir avec vous. Et là, nous, on va vous conseiller et on va pouvoir vous guider sur les différentes étapes des travaux. Je peux juste ajouter un tout petit détail. Pourquoi faire intervenir des gens qui sont dans le bâtiment, mais qui travaillent dans le bâtiment? Euh, Quand vous faites intervenir quelqu'un, si par exemple tu fais une visite, je sais pas, je te dis une bêtise, mais avec tonton qui fait du bricolage, etc., et que tonton il va visiter, alors ok, il connaît le bâtiment. Par contre, c'est pas quelqu'un qui connaît les prix. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que moi, au tout début, j'ai fait l'erreur de venir avec des gens qui me disaient ouais, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. En fait, ils avaient aucune notion de combien pouvaient coûter les matériaux. Parce que en fait, c'était pas comme toi ou un peu moins, mais comme moi, des gens qui sont tout le temps en train de faire des travaux et qui sont tout le temps au contact, par exemple chez Bricoman, des tarifications. Et du coup, quand tu arrives et que, par exemple, moi, je sais qu'à un moment, j'ai été exposé quand j'ai refait le dernier immeuble, quand j'ai acheté certains produits, quand j'ai vu les prix, ben, en fait, en l'espace de un an et demi, les trucs, qu'ils avaient pris quasi fois deux. Et j'étais là, je fais putain et tout. En fait, il faut quelqu'un qui connaisse les prix. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas faire ton offre, avant, et ça, on revient donc sur le podcast précédent, le jour où tu vas faire ton offre, si tu as mal estimé ton devis avec le prix des matériaux, ben en fait, tu vas faire ton offre et pendant le compromis, pendant ton délai pour obtenir ton crédit, tu vas dire ah merde, en fait, je suis pas du tout dedans. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez une personne qui vous accompagne, qui connaisse. Alors, je dis pas mec super qualifié, mais au moins qui connaisse ses travaux, qui a déjà fait des travaux. Au moins, et voilà, vous partez déjà sur un petit budget. Euh, Pas le global au centime près, mais vous avez déjà une petite enveloppe parce que si vous avez un budget, c'est des exemples encore une fois, admettons de 250 000 euros, vous avez une maison ou un appartement qui est estimé aller à 100, à 150 ou 180 voire 200 000. S'il y a beaucoup de travaux, l'enveloppe travaux peut dépasser votre budget. Donc ça, c'est important de savoir où vous mettez les pieds. Parce que si vous ne le faites pas comme ça dans l'ordre, vous allez estimer à la louche, bon bah j'ai 200 000, j'achète 200, je fais 50 000 de travaux et je suis tranquille. Vous signez, vous achetez et vous vous rendez compte que quand vous faites venir les artisans, parce que beaucoup de personnes font venir les artisans après avoir acheté. Et ça, c'est une erreur parce que les prix sont élevés. Ne croyez pas que en faisant appel à des artisans, vous allez vous en tirer pour pas grand-chose. Alors je dis pas que ça coûte une fortune, mais ça coûte de l'argent de faire travailler des gens. Bah, tu Les sais, prix, là, en ce moment, on est confronté dans les copros, tous ceux qui ont des biens en copro qui doivent effectuer les travaux, moi j'en fais partie, les artisans ne veulent plus, tu sais, en fait, quand tu fais voter des travaux, tu as toujours un laps de temps entre le devis et le moment où les travaux ils vont réellement être faits dans les copropriétés. qui peut être très long d'ailleurs. D'accord. Et ben maintenant, les artisans, ils ne s'engagent plus sur le prix, dans les devis, ils ne s'engagent plus sur les devis fixes au niveau des prix des matériaux. Parce que laps de temps de 6 mois, un an, ou entre le moment où tu votes et tu fais les travaux réellement, bon, en fait, eux, ils peuvent pas garantir leur devis. Et C'est du ça. coup, ils ne veulent plus. Donc ça, tu vois, rien que ça doit donner un ordre d'idée comment, par rapport à ce qu'on disait, par rapport à ce que tu dis là. Exactement, parce que moi, des exemples, j'ai des personnes qui m'appellent pour faire des devis après avoir acheté. Et ça, moi, je comprends pas parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux dans le sens où vous avez votre enveloppe et que si vous faites venir bout à bout tous les corps de métier,
Et ben, l'addition peut être très salée et vous vous retrouvez avec un bien où il y a beaucoup de travaux et bon bah vous rognez comment dire, sur les différents corps de métier et vous vous retrouvez à faire vous-même quelques travaux qui sont des fois pas très bien faits ou c'est des choses qui sont compliquées et que c'est un entrepreneur qui doit le faire. Donc faites attention. Moi je vous conseille quand vous êtes sûr et que vous avez un coup de cœur ou même si c'est pour un investissement ou autre, que ce soit pour une RP parce que tout ce qu'on vous parle là aujourd'hui, ça peut être pour de la résidence principale ou pour de l'investissement. Quand c'est de l'investissement, les prix vont être peut-être un peu plus bas parce que on va pas aller sur de la haute qualité au niveau des matériaux. Quand je parle de matériaux, c'est dans la finition. Vous allez plus privilégier des choses qui durent dans le temps, mais comme c'est de la location, on va pas partir sur des parquets à 60, 80 ou 100 euros le mètre carré. Vous voyez ce que je veux dire? Parquet collé ou autre, vous pouvez avoir très bien des très bons prix chez des fournisseurs pour de la location. Si c'est de la RP, là vous pouvez faire plaisir, donc c'est encore différent. Mais dans, dans les étapes, c'est la même chose. Donc, quand vous visitez, que vous êtes intéressé, essayez de venir avec quelqu'un qui est du métier, qui va vous conseiller, vous dire une petite enveloppe. Alors, moi, vous savez sur quoi vous partez, vous pouvez faire votre offre, allez voir les banques et vous mettez, entre-temps, vous mettez une fourchette de 20, 20, 20, 25% en plus. Et après, dans le laps des 3 mois, vous allez recevoir les devis des différents corps du métier et là, vous aurez vraiment votre budget précis. Ça, c'est important parce que vous pouvez vous retirer derrière. Si ça passe pas au niveau des banques, vous pouvez vous retirer et là, vous pouvez ne plus acheter. Donc ça, c'est important. Quand vous achetez, c'est mort. Voilà, c'est mort. Donc, arriver ces étapes-là, quand ces étapes-là, vous les avez bien faites, vous avez déjà la maison, refaites venir tous les entrepreneurs, tous les corps de métier, vous prenez rendez-vous sur plusieurs jours s'ils ne peuvent pas, et là, vous refaites venir voir état des lieux, et là, les artisans vont vraiment bien voir ce qu'il y a à faire en fonction de ce que vous voulez faire, parce qu'entre-temps, vous allez peut-être avoir réfléchi, ah bah je veux plus faire comme ça, je veux faire ça. Donc voilà, le devis peut varier sur certains points ou même diminuer. Parce que vous dites, bon, bah là, ce poste-là, on ne le fait pas parce que voilà, c'est pas nécessaire ou autre. Donc ça, c'est important. Donc quand on commence une rénovation, que ce soit dans un appartement ou dans une maison, c'est vrai que dans un appartement, c'est un peu moins galère parce que vous n'êtes pas propriétaire des communs, il n'y a pas d'extérieur, à part si vous avez un balcon ou un jardin, une terrasse. En général, c'est que l'intérieur. Donc là, c'est un bon décapage. S'il faut tout décaper, ça vous décapez tout. Que dans une maison, vous avez les extérieurs avec. Donc les extérieurs peuvent coûter très cher. Donc ça, Ah faites ouais, attention. ouais. Et Voilà. moi, je me suis fait avoir là. Donc, Donc ça, on vous le dit, on pense souvent à l'intérieur, mais les extérieurs, une clôture, un portail, un une portillon, façade, la une toiture, façade. mais pas la toiture à refaire, la toiture à nettoyer, hydrofuger et une façade à refaire. Genre, tu sais, juste l'hydrofuger, la nettoyer, hydrofuger, etc. Quand Ouais, tu ouais, veux c'est faire du ça. bon carré, ça coûte super cher. Exactement. Donc faire les espaces extérieurs coûte très cher. Donc ça, c'est pareil à prendre en compte. On ne prend pas Jardin, souvent en compte. Je le redis, on l'a redit ouais. dans les épisodes précédents. Ça coûte beaucoup d'argent. Et Ah, on sait jamais, on sait jamais. Les gars, dans le 77, Est 77 vers Disney, si vous êtes élagueur, contactez-moi les gars. Il y a de l'argent à se faire. Si j'ai pas été contacté, je vais le faire moi-même. Mais là, franchement, vous savez, j'ai eu la folie des grandeurs. J'ai pris une maison avec plus de 1000 mètres de terrain et 1000 mètres de jardin. Et aujourd'hui, bah, j'ai pas anticipé. Et franchement, voilà, même après quelques années, après une dizaine d'années d'expérience dans l'immobilier, à faire des choses, etc., à l'extérieur, bah là, je me fais complètement avoir. Je pensais pas que c'était aussi cher. tu sais Sincèrement. quoi? Moi, je vais Eh, te dire un truc. Petit av- les paysagistes, franchement, c'est un travail de ouf, mais je pensais pas que c'était aussi cher. moi, je vais te dire un truc sur la prochaine maison que j'achèterai. Moi, j'aime beaucoup la nature. Donc, j'aime bien être en bordure de forêt ou même dans la forêt haute. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte très cher l'entretien quand vous avez beaucoup d'arbres sur votre terrain. Moi, j'en ai, donc ça va, j'arrive à gérer, mais c'est du taf. Ouais. Si vous connaissez le Ah, terrain, j'ai un peu de taf derrière, mais quand vous avez beaucoup de terrain avec de la forêt et que votre maison est entourée d'arbres ou autre, c'est une galère. Vous avez des feuilles partout. S'il y a des pins ou des tout ce qui est tuyas, des tout, sapins. sapin, tout ce qui est résineux, Ouais, déjà, vous c'est êtes une sûr galère. que vous Ah ouais. nettoyez tout le temps. Ah ouais. Vous avez Des vous avez, haies, des vous avez haies, de la mais des mousse haies comme moi de partout. 5 mètres de haut. C'est ça.
Et ça, Ah, ça coûte le budget entretien quand vous habitez dans ce genre de lieu, d'endroit, ça coûte une fortune. À part si vous le faites, mais vous avez plus de life. Sérieux. regarde, là, t'as vu, la dernière fois, j'ai mis 3 jours. 3 jours pour faire le jardin. Vous avez plus de la. Moi, tu sais quoi, j'ai la partie forêt où j'ai toutes les feuilles, je laisse tomber toutes les feuilles. Ouais. J'ai un gros châtaignier, franchement, il doit faire au moins 15-20 mètres de haut. Et cette année, il y a eu beaucoup de châtaignes. J'ai un noyer pareil, Ah bah, tu blindé de sais quoi? noix. Attends, Laisse tomber, quoi. en live, c'est parti, les mecs. Allez, c'est du jamais vu. On est en live, c'est riche d'expérience. Donc voilà, bon, les haies, c'est du jamais vu, ça, sur un podcast, je crois. Et donc là, en fait, pour ceux qui écoutent sur Spotify, je suis en train, avec mon PC, je suis parti dans le jardin et je monte le jardin avec les haies. Sachant que j'ai encore, voilà, j'ai montré juste 800 mètres de jardin, il me reste encore 200-300 mètres sur le côté. Bon, voilà. C'est Donc du ouais, jamais vu, en fait, sur un podcast. Là, on part en exactement. D'ailleurs, live et si, tout. si vous voulez voir, vous nous regardez sur YouTube et vous Ouais, verrez sur YouTube, ouais, les la gars. J'ai montré vite fait sur le la jardin, vidéo. mais il y a du taf. Il y a du taf. Et en fait, moi, tu vois, je suis en train de laisser tout tomber les feuilles. Et j'ai mon père qui a le souffleur que tu mets dans le dos, là, tu sais. Et je vais tout enlever et tout. Sinon, si tu mets, c'est une galère. C'est une galère. Dans la piscine, pareil, j'ai toutes les épines qui tombent. Je suis obligé de nettoyer. Même l'hiver, je suis obligé de nettoyer. Donc, faites attention. Voilà. Quand vous avez des terrains, certes, c'est joli. Par contre, il faut avoir le budget derrière. Si vous n'avez pas le budget derrière, et ben, vous allez passer tous vos week-ends à Ouais, nettoyer. Ou si t'as pas envie, bah, tu nettoies pas. Par contre, c'est Bagdad. ouais. C'est Bagdad. Bon, next Au-delà de le ça, jardin. Voilà, next le jardin. Au-delà de ça, donc quand vous avez votre bien, vous faites passer tous les entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on a de la rénovation, que ce soit dans un appartement ou une maison? Première chose qu'on fait, on établit, que ça soit sur un plan fait par un architecte, si vous avez passé par un architecte, ou par vous-même. Vous tracez les plans que vous voulez faire à l'intérieur de la maison. Vous avez au préalable, avec les artisans, vu les points d'eau. Si vous voulez faire des modifications par rapport aux points d'eau, parce que ça, c'est le plus important. Si vous voulez bouger une salle de bain, si vous voulez créer une autre salle de bain, une cuisine, si vous voulez la déplacer, les points d'eau sont importants et les évacuations vont faire que vous allez pouvoir les déplacer. Donc ça, c'est la première chose qu'on regarde sur la planification de vos travaux. Alors, en ayant fait toute la restructuration, Les colonnes d'eau. voilà, vous, en fonction de vos plans et de l'aménagement que vous allez faire dans votre bien, ce qu'il faut regarder en premier, voilà, c'est les évacuations. Et là, vous pourrez refaire tout l'intérieur. À partir de là, quand tout est établi, démolition. Vous démolissez tout. Première chose, première étape, on démolit. On enlève tout. S'il y a du lambris, papier peint, les sols, cuisine, s'il faut tout raser, salle de bain, on casse tout, on protège tout avec le plombier, on met des bouchons, on ferme toutes les vannes. Et là, vous êtes tranquille. Vous mettez à nu. Première chose qu'on fait, c'est on met à nu le bien. À partir de là, vous avez un visuel de votre bien qui est mis à nu. Donc, vous allez pouvoir voir les espaces, les volumes. Et en fonction de si vous avez fait des plans, comme j'ai dit avant, voilà, vous commencez à faire tout ce qui est les traçages. Et on commence par faire tout ce qui est sanitaire, plomberie et passage des câbles électriques. Si vous refaites l'électricité ou si vous avez des câbles à passer, on repère tout avec le plombier l'électricien. Ils passent toutes leurs gaines, toutes leurs attentes, et vous, après, vous derrière, quand tout est passé et que toutes les attentes sont mises, là, vous pouvez faire les cloisons, les isolations, parce que tout le réseau est fait au niveau électrique. Si vous avez des cloisons en mur périphérique et que ça passe sur les murs, ils vont tout positionner contre les murs, ils fixent tout, ils ressortent tous les tuyaux, les évacs, tout ce qui est les futures prises, les alimentations. Et là, vous pourrez isoler, faire votre placo style et plaquer directement avec le placo. Ensuite, vous avez tout ce qui est cloison intermédiaire, pareil. On fait tout ce qui est les ossatures et l'électricien. Et si la plomberie doit passer des alimentations d'eau dans des cloisons, on laisse toujours une face ouverte pour pouvoir travailler. Et après, on referme, on isole, on referme. Donc les étapes, c'est comme ça. On décape tout, on voit les points d'eau, on retrace tout, on change les alimentations, les évacuations. Ensuite, le plombier électricien, ils font leur travail au préalable, parce qu'on ne fait pas l'inverse, on ne commence pas à faire des cloisons et après l'électricien vient, sinon c'est mort, faut tout casser. Donc là, ils passent tout leur réseau, vous, derrière, vous pouvez tout fermer, cloisonner, et après, on commence tout ce qui est travaux de finition, donc c'est-à-dire, voilà, peinture, enduit, bande, parquet, les sols, ragréage, carrelage. Voilà, donc c'est les étapes qu'il faut faire. Vu qu'on parle de cloison, juste à titre d'information, si vous divisez par exemple un appartement ou une maison en plusieurs appartements,
dans les cloisons, il faut faire entre les appartements, les cloisons SAB. Tu peux expliquer rapidement Alors en fait, quand vous faites si par exemple vous avez une division, que ce soit dans un appartement ou dans une maison, vous ne pouvez pas faire une séparation, par exemple d'un appartement. Vous avez au rez-de-chaussée, vous voulez faire deux appartements, mais avant c'était un salon, séjour, cuisine. Bref, bon, vous avez fait au préalable, comme on a dit, les évacuations, les points d'eau. Bref, vous avez tout fait pour les deux logements. La séparation entre les deux, vous ne pouvez pas faire une simple cloison classique en raillage ou autre. Vous êtes obligé, si vous avez un mur de séparation entre les deux qui est déjà fait, tant mieux. Vous refaites un cloisonnement de chaque côté, soit en double pot, soit en triple pot phonique, avec isolation phonique. Quand je dis triple pot, c'est trois couches de plaques de plâtre phonique. trois plaques de BA13, les unes vissées aux autres, Alors, c'est la ça. Alors, cloison en raillage, de l'isolant exactement. à l'intérieur et du sol jusqu'au plafond. Et pas Jusqu'au sur le plafond. plafond, jusqu'au plafond, genre le plus haut Exactement. possible du plafond. Exactement. Et entre les deux, on met toujours une bande résiliente pour atténuer les vibrations. On laisse toujours un vide d'air. Si par exemple vous avez déjà un mur, que ce soit un mur en pierre ou en parpaing ou en plâtre, toujours un vide d'air de chaque côté. Ensuite, vous faites votre raillage, vous isolez, laine de verre acoustique épaisse. Quand je dis triple pot, alors c'est une première couche de placo classique, une autre qui vient dans l'autre sens et l'autre qui revient dans l'autre sens. Trois couches. Soit vous prenez du phonique qui est très bien, de la marque Placo Plâtre, parce que vous avez des phoniques qui sont bas de gamme, ou vous avez des plaques de chez la marque, je crois que c'est Knof ou c'est Placo, c'est des Habito. Donc c'est du 6 en 1, ça fait phonique, coupe-feu, hydrofuge, anti-humidité, ça fait tout. Et ça c'est le top parce qu'ils sont beaucoup plus condensés au niveau de la plaque, c'est des hautes densités, et là c'est nickel. Donc vous êtes obligé de faire comme ça. S'il n'y a pas de mur, ça s'appelle un mur de réfant entre les deux, et ben c'est pareil, on fait une première cloison, on laisse un vide d'air, on refait une autre cloison, on isole, triple pot, et en général on fait des cloisons de 70. Voilà, on ne fait pas des cloisons de 48. Et ça c'est ce qu'il faut faire pour des séparations. Porte entre les deux, s'il y a une porte ou s'il y a des communs, et ben des portes, c'est comme une porte d'entrée, on met pas une porte classique. Je vois beaucoup dans des immeubles, dans des divisions, des portes classiques d'entrée. Non, c'est des portes déjà il faut mettre des portes avec 3 à 5 points qui sont phoniques, isolantes. On met pas des portes Et coupe, d'intérieur et coupe-feu, dans les résistance au couloirs et feu, coupe-feu. Donc ça c'est important. Et je vois beaucoup, la en plupart ne font pas palière ça. de premier prix, Exactement. Et même les limite portes, et porte d'intérieur, quoi. une vraie porte palière, Ouais. ça coûte un peu d'argent, mais au moins vous êtes tranquille. La paire en rénovation, elles sont, allez, maximum 800 1000 euros et c'est vraiment de la super cam. Et après ça va à Oui, 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 des oui, pardon, tarifs. excuse-moi, ouais. Mais à 800 000 euros pièce, tu as des super porte-palières. Vraiment super top. Et ça c'est important. Et j'espère que vous tous les investisseurs, vous mettez des bonnes portes palières parce que à chaque fois que je visite des immeubles, c'est des portes d'intérieur. Tu mets un coup de pied, le truc qui saute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Donc ça c'est important. Donc voilà, petit aparté par rapport à ça. Donc c'est vrai que les étapes quand vous faites de la rénovation dans des biens et que vous avez des grosses rénovations, comme je dis, on commence toujours par des KPE, on fait passer le plombier électricien pour passer tous les réseaux. Je me répète, mais c'est important. On ne travaille pas à l'envers. Tout ce qui est évacuation, pareil, en général c'est l'électricien qui va s'occuper de la VMC. Moi c'est comme ça que je travaille. On passe tous les réseaux de VMC, tout ça dans les faux plafonds, on prépare tout en amont et on ferme tout quand tout est passé. Vaut mieux prévoir des gaines de secours. Vous mettez des gaines de secours qui arrivent au tableau si vous les repassez à certains endroits, qui arrivent à l'étage aussi, s'il y a un étage, jusqu'au comble si les combles sont aménagés ou autre. Donc ça c'est important. Donc on passe tous les réseaux. Donc là c'est vrai qu'on ne va pas détailler tout ce qu'on doit passer parce que sinon on va y passer des heures. Mais dans le gros, vas-y, Mehdi. Question. Est-ce que tu es plutôt euh, entreprise tout corps d'État ou tu conseilles de prendre une entreprise par
par métier électricien, une autre entreprise pour la plomberie, une autre entreprise, etc., etc. Alors pour avoir fait les deux, moi je préconise de prendre chaque corps de métier. Pourquoi? Parce que si vous prenez un entrepreneur qui fait tout, et il y en a beaucoup qui font de l'électricité, de la plomberie, enfin tout ce qui est, ils font tout en fait. Ouais, tu vois, ils font tout. Ça peut, vous dites c'est bien, moi j'ai qu'une personne à gérer. Certes, c'est vrai. Par contre, il fait défaut. Il a d'autres chantiers. Ah, faut vous imaginer que cet entrepreneur n'a pas que vous. Il aura d'autres chantiers, il a plusieurs équipes. Par contre, si il a des problèmes sur d'autres chantiers, ça va ralentir le vôtre. Parce que il va être en retard. Et ça, sachez-le à 100%, les dates sont jamais respectées. C'est comme ça. Dans le bâtiment, c'est comme ça. Il y a toujours des aléas. Donc, un entrepreneur qui fait tout, il va être en retard chez vous. Parce qu'il va être en retard chez les autres. Et ainsi de suite. D'accord? Et s'il fait pas un défaut et qu'il vous plante, eh ben vous l'avez, je veux dire, dans le baba. Ok? Voilà. Et comme tous les gens qu'on trouve sur Instagram, malheureusement, qui se sont fait arnaquer par plusieurs gros, notamment là, sur deux ou trois dernières années, par deux personnes. On a entendu sur Instagram, là, sur YouTube et tout. Ouais, sur Deux les. entrepreneurs qui avaient tout corps d'état, sont partis avec des 300 000 euros. Si tu divises par métier, en fait, et que tu prends un électricien, tu prends ton plombier, etc., en fait, après, tu as juste à les coordonner. Et généralement, tu vas demander à ton électricien il va dire, ouais, d'habitude, je travaille avec ce plombier-là. Et n'hésite pas à tester. Et comme ça, au moins, s'il y en a un qui fait défaut, tu as tous les autres qui sont quand même là pour taffer parce que tu les as pas tous payés comme ça, tu vois. Exactement. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez un plombier, un électricien, et en général, vous avez un entrepreneur qui va faire tout ce qui est l'intérieur. Donc, je parle du second œuvre. Et lui, il va dire, voilà, moi j'ai un électricien, j'ai un plombier, j'ai un chauffagiste, j'ai des personnes pour les ravalements, j'ai des personnes pour les VRD, pour le jardinage, j'ai tout. Moi, quand je fais des chantiers, je fais pas tout parce que déjà, on peut pas tout savoir. Je l'ai fait à l'époque avec mon père. On faisait tout corps d'état. C'est beaucoup de travail. Et avec les nouvelles normes, ça change Ouais. énormément. On peut pas être au courant de tout. On peut pas tout savoir. Donc moi maintenant, je préfère travailler avec des équipes. Moi, en général, je coordonne tout le monde parce que comme je fais le plus gros, je vais coordonner le plombier, je vais coordonner l'électricien, le chauffagiste pour tout ce qui est pompe à chaleur. Et en fait, vous allez avoir quelqu'un qui va vous gérer votre chantier. Après, je dis pas qu'il va tout vous faire, mais il faut être derrière lui aussi parce qu'il y en a, ils le font, il y en a, ils le font pas. Donc, il faut faire attention. Moi, je conseille de prendre chaque corps de métier. Au moins, s'il y en a un qui fait défaut, il fera défaut que dans son domaine. Et là, vous lui dites merci, au revoir, et vous reprenez quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est important. Et au moins, vous avez un prix pour chaque corps de métier. Vous savez où vous allez, parce que des fois, sur tout corps d'état, il manque des choses, c'est pas bien détaillé, il va vous facturer des choses en plus parce que ça on n'a pas prévu. Voilà, le plombier c'est voilà, il y a tant de points d'eau, il va tout préparer en amont. Si vous voulez fournir certaines choses comme le receveur, le meuble vasque, des robinetteries, vous pouvez. Donc ça c'est bien aussi. L'électricien, et vous lui dites voilà, il y a tant de points, prise de courant, il y a la VMC, il y a ci, il y a ça, il va tout prévoir, d'accord? Et tout ce qui est en plus, bah, c'est à vous de lui dire voilà, je veux une prise extérieure, je veux ci, je veux ça, je veux des RJ45, je veux des prises USB, USB-C. Donc ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait que son domaine. Un entrepreneur qui fait tout, encore une fois, on peut pas tout savoir. On n'a pas la Mm. science infuse. On ne connaît pas toutes les normes. Les normes en électricité, elles changent tout le temps. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui peut partir en vrille. Donc, il faut bien connaître. Alors, Et d'ailleurs, juste placement de produit, mais en fait, c'est de la pub gratos. Les nouveaux interrupteurs Schneider, ils ont sorti un truc exceptionnel. Les interrupteurs Schneider, en fait, les caches, avant, tu sais, si tu avais des murs qui étaient pas droits, en fait, quand tu mettais ta prise et quand tu mettais ton cache, tu avais toujours des espaces entre le mur et le cache. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, je vois, je vois. Schneider, ils ont sorti un système où sur le cache, tu as une espèce de ventouse qui vient épouser les formes du mur. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tu n'as même plus besoin de mettre un petit joint silicone. Quand tu as des murs qui sont un petit peu déformés, tu mets ton interrupteur avec le cache et le cache, en fait, il épouse, avec le fameux caoutchouc, il épouse toutes les formes du mur.
et ça fait une finition parfaite. Voilà, placement de Ouais, produit ça, gratos. ça c'est Schneider, nickel. voilà. Après, il y en a tellement, mais voilà, pour Non, mais revenir un peu. Schneider, là, c'est tout neuf, c'est tout nouveau Ouais, bah, on en et avait parlé la dernière fois. voilà. Mais pour en revenir aux étapes, donc voilà, quand tout est passé, voilà, tout ce qui est plomberie, électricité, vous avez refermé, vous faites intervenir le plaquiste. Soit le plaquiste, il va vous faire les bandes de finition, les enduits, si vous faites faire des enduits, parce que tout le monde ne fait pas des enduits, parce que ça coûte beaucoup d'argent de tout enduire les murs. Euh, Moi, je conseille de tout enduire. Après, chacun fait comme il veut. On peut avoir un très bon rendu sans avoir enduit. Chacun, voilà, voit midi à sa porte. Encore une fois, quand c'est pour de l'investissement, voilà, ça coûte un peu d'argent. Je sais qu'il y a la rentabilité. On peut avoir très bien un bon mur en plaque de plâtre. Quand il n'y a pas de choc dessus et que ça a bien été posé, les bandes sont bien faites, bon ponçage. On fait les étapes avec la couche d'impression et les deux couches, bon ponçage entre chaque couche. Voilà, vous pouvez avoir un mur nickel. Par contre, voilà, partez pas sur du satin parce que sinon on va avoir tous les défauts s'il y en a. Bref, donc dès que toutes ces étapes sont faites, on fait les sols. Dès que tout est peint, on fait les sols, carrelage ou parquet. Donc il y en a qui vont préférer faire les sols avant, la peinture. Moi, je préfère les faire après et quitte à faire une petite retouche sur le bas. C'est beaucoup plus simple. Et après, vous posez tout ce qui est point d'eau, donc cuisine. Vous posez les meubles de cuisine dès que tout est peint. Vous posez les meubles de salle de bain. Votre plombier va venir faire toute la salle de bain, donc les finitions, robinetterie, meubles vasques, porte de douche si vous mettez une porte de douche. Dans la cuisine, pareil, il va tout poser. Et après, vous êtes tranquille. L'électricien vient à la fin, il met ses prises de courant, il met tout l'appareillage, il met ses petites plaques de finition. Et en général, tout se passe bien quand on arrive à cette étape-là. Donc voilà, les étapes, c'est vrai que le début est beaucoup plus important. Le début, en termes de travaux, c'est à la visite, quand vous êtes sûr. C'est là que tout se fait. Et ensuite, chaque étape va être bien proportionnelle à chaque corps de métier. Si vous suivez bien ces étapes-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Question. À la fin des travaux, qui doit faire le ménage? Alors, je sais Et, qu'il y a. et Non, cette mais question-là, franchement, je t'ai dit, sincèrement, elle n'est pas anodine. Parce que elle n'est pas anodine. En ça peut fait, coûter très cher, hein, tu vois, ou ça peut être... moi, quand je fais, par exemple, si je refais une rénovation intérieure, moi, je compte un forfait ménage à la fin du chantier. C'est-à-dire que, comme tu as le plus gros, parce que le plombier va venir au début, il va peut-être venir au milieu, voir s'il y a un petit truc à changer, et après, il vient à la fin. C'est-à-dire quand tout est fini. Quand tout est posé, il vient à la fin. L'électricien, il vient au début, au milieu et À vers la la fin fin. aussi, ouais. Et à la fin aussi. En général, quand c'est pendant et au début, bah, il y a toujours du nettoyage. C'est-à-dire que tu nettoies tes gravats ou autre, tu ranges tout, tu m'en es à la déchetterie. C'est vrai qu'à la fin, l'électricien, alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais souvent, alors, pas tous, mais il y en a qui le font quand tu dénudes. Toi, tu dénudes les câbles. Bah, voilà, tu as tendance à laisser par terre. Il y en a, je dis pas la majorité, mais il y en a, j'ai fait beaucoup de chantiers, il y en a qui nettoient pas derrière. Ça, c'est un défaut. Je m'excuse auprès de ceux qui nettoient. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nettoient, mais il y en a beaucoup qui nettoient pas. Et ça, c'est toujours la personne qui fait le plus gros qui nettoie. Moi, ça m'arrive souvent de nettoyer. Ou, tu vois, c'est des petites choses anodines, hein. Mais l'électricien, il vient quand tout est nickel pour l'appareillage, tu vois ce que je veux dire. Mettre les pots, c'est déjà peint, bah, il va te faire un accro, bah non, bah, c'est pas moi, c'est le peintre. Faut que le peintre il nettoie et tu vois qu'il remette un coup. Et c'est souvent comme ça. L'électricien ne va jamais faire un coup d'enduit, il va jamais mettre un coup de peinture, tu vois. Donc c'est toujours. Après, c'est chacun se rejette la faute, tu vois ce que je veux dire, mais en fait, tu en finis pas. Moi, je fais toujours des petits coups de retouche à la fin. Moi, je nettoie, mais il y en a qui nettoient pas. Ça, faut que le client Ah, comprenne voilà, bien. il y a Faut, vraiment un voilà. problème pour le nettoyage de fin de chantier. Et exactement. C'est pour ça que Quand tu soit vous le faites. réceptionnes ton chantier, bah, du Voilà, quand vous coup, faites la réception du chantier, parce qu'il y a la réception du chantier à faire avec. Alors, s'il n'y a pas de maître d'œuvre, vous le faites avec chaque corps de métier. En général, bon, bah, le plombier, il a passé ses tuyaux, il fait des tests à l'eau. S'il n'y a pas de fuite, donc c'est que c'est bon. Il passe en multicouche, peut-être un peu de cuivre. Voilà, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'eau. alors juste un petit tips sur les réceptions de chantier plombier. Vous fermez tous les robinets et vous allez tout de suite voir votre compteur d'eau et vous voyez s'il tourne ou pas. Sachant qu'il faut pas que les chasses d'eau tournent parce que sinon c'est normal qu'ils tournent. Et là vous regardez. Il se peut que le compteur tourne et là vous avez peut-être une fuite
Et si les tuyaux ont été passés dans les murs ou dans le sol, vous allez jamais rien voir, en tout cas pas au début. Donc allez tout de suite, vous fermez tous les robinets. Et au moment de la restitution, au moment pardon, de la fin de chantier avec le plombier, vous allez voir votre compteur d'eau et vous regardez qu'il ne tourne pas. Il ne faut pas qu'il tourne. Ouais, c'est ça. Et en général, si par exemple vous faites une rénovation totale de toute la distribution d'eau, normalement, le plombier, avant que tout soit fermé, hein, dès qu'il a tout passé, il met en eau. Il met en eau, il met des bouchons à chaque sortie au niveau des points d'eau. Donc, déjà, rien que ça, si ça ne fuit pas, vous êtes déjà quasiment sûr, même à 100%, qu'il n'y aura pas de fuite. L'électricien, bon, bah, dès qu'il a tout branché, bah, il teste. Voilà, de toute manière, il va tester. Hein, Là, on le sait tout de suite, quasi. Hein. voilà, on sait tout de suite s'il a passé. En fait, ce qui peut se passer, c'est soit le plaquiste il a oublié de sortir un câble, parce que ça peut arriver, que le plaquiste oublie de sortir un câble et il met le placo, il oublie de faire le trou. Parce que ça aussi, c'est pareil. Sur les chantiers, les plaquistes, la plupart des plaquistes, ils posent la plaque, il faut une croix et puis c'est électricien. Moi, je sors tout parce que je préfère et au moins tu t'oublies pas. T'oublies pas qu'il y a un câble. Ça c'est déjà arrivé qu'on oublie de sortir un câble. Donc moi, je sors tout, je pré-perce avec la scie cloche et au moins l'électricien il voit ses câbles et il peut tous les brancher. En général, l'électricien il part d'un point A, il arrive à un point B, il a ses réseaux, il fait ses pontages. Normalement, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc ça, réception classique. Ce qu'il faut faire, c'est voilà, quand c'est par exemple, moi, c'est mon domaine, c'est le second œuvre. Bon bah là, oui, réception. Déjà, vous faites des pré-réceptions, c'est-à-dire qu'à chaque étape, vous faites valider. Vous, en tant que client, vous allez voir si tout est respecté. Et en général, à la fin, si tout s'est bien passé, la réception, elle se fait nickel, parce que vous avez toujours été là pour suivre. Vous signez le papier, assurez-vous que tout le monde ait les décennales, bien sûr. Pour des gros travaux, moi je conseille pour des constructions, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle, mais c'est les mêmes étapes, à part tout ce qui est VRD, tranchée, fondation ou autre. Prenez une dommage ouvrage. Je sais, ça coûte beaucoup d'argent. Prenez une dommage ouvrage quand vous faites de la construction de A à Z. Pourquoi? Parce que s'il y a euh, un problème même de construction ou de défaut, la dommage ouvrage va prendre tout de suite en relais et eux, ils vont se retourner contre les entreprises. Mais Ça, je c'est crois que important. maintenant, les banques t'obligent. Hein. Je Pas crois que maintenant, les forcément. banques, Ah, alors sur de la construction neuve, je sais pas. ouais, ça, Peut-être, je t'ai dit parce que tu peut-être. vois là, le banquier qui sera là samedi, sa femme est directrice des engagements pour une banque. Je vais pas donner le nom de la banque ici. Et pour avoir discuté avec lui début de semaine, il y a beaucoup de choses qui sont notamment sur les diagnostics, etc., où les banques étaient pas trop chaudes. Bon, je donne l'info comme ça. En fait, là, les banques, elles ont envie de financer les F légers de voir que les travaux sont faits par les professionnels avec minimum deux lettres. Donc Ouais. gain de 2 lettres. Et là, te finance sans aucun problème pour ce type de projet. Sans aucun problème par rapport au prix. Voilà, Oui, bien sûr. Après, tout est relatif. et vous avez compris que là où en fait avant freiner des cas de fer, là ils ont complètement lâché les chevaux et qu'il y a moyen dans la rénovation. Pour les constructions ou les grosses rénovations, il y a beaucoup plus elles font de l'argent sur ça. Hein. Les Ouais, bah, bien banques, sûr. voilà, elles font de l'argent sur les contrats d'assurance, etc. Et du coup, elles t'obligent à prendre des assurances supplémentaires. Donc Bah, c'est là un petit peu pour c'est compenser. vrai que sur la construction pure neuve, ça coûte beaucoup d'argent une dommage ouvrage en fait, ça va être en fonction du montant de vos travaux, en fait, de la construction. Ouais. Donc, si vous partez sur 150, 200 000 euros, vous allez être aux alentours de 4-5 000 euros de dommage ouvrage. Bon, globalement, on Plus a ça fait un va, gros plus ça tour. monte, voilà. Donc, on a fait Voilà. un global de les Non. étapes à faire quand vous avez des travaux. Les étapes, c'est comme ça. Comme on vous a expliqué, pas partir à l'envers, à commencer à plaquer avant que l'électricien passe son câble. Parce que moi, j'ai déjà vu les mecs plaquer. Ouais, mais c'est bon, il enlèvera la plaque, il passera le câble. Non, 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 non. Voilà, on fait étape par étape. Prenez chaque corps de métier si vous pouvez le faire. Coordonnez le chantier. Si des entrepreneurs peut vous coordonner tous les corps de métier parce qu'ils vont s'appeler, ouais, tu peux passer telle date, j'ai fini là, tu vois. Donc, si ça se passe comme ça, tant mieux. Et en général, avec le bouche à oreille, vous allez trouver des équipes qui sont bien. Et avec ça, vous pourrez faire vos travaux en toute sérénité. Donc, j'espère que ce podcast vous a aidé. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, si vous voulez être présent samedi soir à Saint-Maur-des-Fossés,
à la brasserie L'Étincelle. C'est 25 € pour la soirée. Vous serez accompagné d'entrepreneurs, vous serez accompagné de Mehdi et moi-même, avec plein de personnes qui sont dans le même mood que vous. Donc envoyez-nous un petit DM et on sera un plaisir de vous inscrire. Il reste plus beaucoup de place et cette fois-ci, on sera en petit comité. Donc il ne faut pas hésiter. Juste une dernière chose, Mehdi a sorti un podcast ce lundi. Allez l'écouter, c'est avec Angus qu'on a reçu sur ce podcast. Et là, c'est un peu plus détaillé par rapport à son livre, par rapport à tout ce qu'il a développé dans son livre. Donc, allez l'écouter, très important. Donnez de la force à Mehdi, son podcast, il cartonne. Donc, donnez-lui de la force. Et nous, on se retrouve soit sur YouTube, vous mettez un petit j'aime, vous vous abonnez ou sur les plateformes de streaming comme d'habitude. Et s'il vous plaît, mettez-nous des 5 étoiles. Ça fait longtemps, on n'en a plus. Sérieux, je crois que sur Spotify, c'est figé depuis déjà quelques mois. Je sais pas ce qui se Ouais. passe. Mais ça Donc a pris le voilà, relais sur YouTube et maintenant ça a il faut pris, rééquilibrer. c'est ça a pris le relais sur YouTube. Donc voilà, essayez de mettre un petit 5 étoiles. C'est rapide à faire, ça vous prend 2 minutes. Ça nous permet aussi de nous faire connaître, c'est important parce que voilà, on est des petits avec Mehdi, hein. On Mm. débute. Donc on aimerait voilà se faire connaître un peu plus, aider un peu plus la communauté. Donc il nous faut votre aide. Donc merci à vous pour tous ceux qui nous suivent. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et on vous dit bonne journée, bonne soirée. Bye bye.